Dans ce monde, les sorcières existent. Dotées de pouvoirs inimaginables, elles étaient considérées comme l'incarnation du mal. Notre protagoniste, Cheng Yan, un ingénieur moderne, se retrouve projeté dans le corps d'un prince médiéval. Ce dernier, déterminé à fusionner la technologie industrielle moderne et les capacités magiques des sorcières, aspire à bâtir un royaume puissant et à rencontrer son harem de sorcières. L'histoire commence lorsque Cheng Yan entend une voix l'appeler, et un murmure résonner à son oreille. « Réveillez-vous, Votre Altesse. Votre Altesse, réveillez-vous. » Lentement, il ouvre les yeux. Une confusion l'envahit aussitôt. Où est-il? Il est assis sur une chaise en métal. Devant lui, un paysage étrange, de petites maisons en bois et en briques, un groupe de personnes rassemblées, scandant des paroles qu'il ne comprend pas encore. Puis, soudain, les souvenirs affluent dans son esprit. Il est à présent Roland Wimbledon, 4e prince du royaume de Greycastle. Il découvre alors l'existence d'un décret royal, établi par son père, visant à déterminer le futur souverain. La règle est simple, chacun des 5 enfants du roi est envoyé dans un territoire distinct et doit prouver sa capacité à gouverner. Après 5 ans, le plus méritant héritera du trône. Mais Roland comprend rapidement une chose essentielle, ce n'est pas un jeu de stratégie en temps réel. La compétition est loin d'être équitable. Chacun de ses frères et sœurs ne part pas avec les mêmes avantages. Voici les 4 autres prétendants. L'aîné, un guerrier redoutable mais totalement écervelé. Le 2e prince, immensément riche mais rusé et perfide. La 3e princesse, une stratège militaire hors pair, aussi impitoyable que talentueuse. La Benjamine, d'une intelligence exceptionnelle, belle mais silencieuse. Quant à Roland, son passé est peu glorieux, il n'était qu'un bon à rien, noyé dans l'alcool et les plaisirs, cherchant presque délibérément à s'attirer des ennuis. Son territoire d'affectation? Une ville frontalière misérable, sous-développée, quasi désertique, un endroit où même les oiseaux ne daigneraient pas laisser leurs excréments. En contemplant sa situation, Roland pose la main sur son visage. La tâche s'annonce ardue. Mais ses pensées sont brutalement interrompues. Devant lui, un groupe d'hommes âgés, le visage couvert de cheveux grisonnants, l'exhorte à donner l'ordre d'une exécution. Roland lève les yeux et aperçoit une foule massée sur la place centrale. Tous fixent un même point, l'échafaud. Là, une corde de chanvre est attachée au cou d'une personne vêtue d'une chemise grise, sale et usée. Ses mains sont liées derrière son dos. Malgré son corps frêle et tremblant, ses longs cheveux blonds flottent légèrement sous l'effet du vent. Une poitrine légèrement relevée. Une femme. Roland fronce les sourcils. Comment peut-on faire preuve d'une telle barbarie? Il refuse de croire ce qu'il voit. Quel genre de folie est-ce là? Et libérer cette sorcière. Sa voix claque dans l'air, forte et limpide, plongeant la foule, ses ministres et ses gardes dans un silence abasourdi. Face aux regards incrédules, il tente de justifier son ordre, il est fatigué, l'exécution aura lieu un autre jour. Mais son chevalier en chef, Carter, s'avance et tente de l'en dissuader. Il insiste, l'identité de la sorcière a été confirmée, elle doit être mise à mort. Craignant que d'autres sorcières ne viennent la secourir, le chevalier semblait nerveux. Roland l'observa un instant et ne put s'empêcher de penser, un chevalier, dont le bras est plus gros que le torse d'un homme moyen, a peur de filles 2 fois plus petites que lui? Ridicule. Il détourna le regard et s'éloigna en lâchant, presque amusé. Autant en attirer d'autres, on pourra toutes les capturer en même temps. Sans plus d'explication, il retourna dans son château délabré, referma la porte derrière lui et poussa un long soupir. Enfin seul, il prit le temps de réfléchir à la situation. Il ne voyait qu'une seule explication, il avait dû mourir d'épuisement et s'était retrouvé projeté dans ce monde. L'inquiétude du départ laissa bientôt place à l'acceptation. Il était Roland désormais, et il lui fallait comprendre ce monde dans lequel il était tombé. Plus tard dans la journée, Roland descendit lentement un escalier en compagnie de Carter, le chevalier en chef. Ils atteignirent finalement les profondeurs de la prison de la ville frontalière. Carter ne cessa de répéter combien une sorcière pouvait être dangereuse, mais Roland ne fit que se moquer de lui. Comment mon chevalier en chef peut-il avoir peur d'une fille? Quelques instants plus tard, ils arrivèrent devant une cellule exiguë, scellée par d'épaisses barreaux de métal. À l'intérieur, recroquevillée dans un coin, une jeune fille vêtue d'une chemise grise, fine et sale. Ses mains étaient attachées derrière son dos. Lorsqu'elle se leva et planta son regard dans celui de Roland, ce dernier sentit son cœur rater un battement. Elle était belle, d'une beauté froide et sereine. Ses yeux bleus clairs, paisibles comme la surface d'un lac, ne laissaient transparaître ni peur, ni colère, ni haine. Intrigué, Roland lui fit signe d'approcher pour mieux l'observer. Carter bondit immédiatement devant lui, l'empêchant d'avancer. « N'approchez pas. Elle est dangereuse. » Roland posa une main sur son épaule et murmura. « Du calme. » Il reporta ensuite son attention sur la jeune fille et lui demanda de raconter son histoire. « Je m'appelle Anna, » répondit-elle d'une voix claire. « Mon père travaillait à la mine. Un jour, il y a eu un éboulement, et il s'est retrouvé coincé à l'intérieur. » Elle marqua une pause avant de poursuivre.
Un ouvrier a profité du chaos pour lui voler ses biens. Mais il a été surpris en pleine action par un couple de voisins. Pris sur le fait, il a saisi un pic et les a attaqués, blessant gravement l'homme. Juste avant qu'il ne porte le coup fatal, Elle baissa les yeux. J'ai éveillé mon pouvoir. Et il a brûlé sur place. Un silence pesant s'installa. Puis, après un instant, elle reprit. Nous avons réussi à extraire mon père des décombres. J'ai supplié nos voisins de ne rien dire. Et pourtant, on t'a dénoncé, l'interrompit Roland, devinant la suite. Anna acquiesça lentement. Ce n'est pas le voisinage qui m'a trahi. C'est mon père. À ces mots, le ministre, présent dans la pièce, s'empressa de recommander l'exécution immédiate d'Anna. Mais Roland déclina l'offre. Pas si vite. Je veux voir ce dont elle est capable. Anna laissa échapper un rire moqueur. Vous voulez assister à ce que vous appelez le pouvoir du diable? Roland ne broncha pas. Montre-moi. Elle le fixa un instant, puis haussa un sourcil en apercevant son médaillon. Ce bijou scelle mes pouvoirs. Es-tu sûr de vouloir tenter le diable? Son regard était perçant, presque amusé. Mais Roland ne recula pas. Sans attendre, il tendit la main et arracha le médaillon. Anna resta figée, les yeux écarquillés. Montre-moi encore, ordonna-t-il en jetant le bijou derrière lui. L'instant d'après, une chaleur intense envahit la cellule. Sous les pieds nus d'Anna, une étincelle jaillit et s'éleva en une flamme éclatante, illuminant la pièce d'une lumière éblouissante. Roland était stupéfait. Il ne comprenait pas comment cela pouvait être possible. Était-ce de la chimie? Une forme avancée de technologie? Ou de la véritable magie? Sous ses yeux, Anna avançait lentement vers la grille de sa cellule. Les flammes qui l'entouraient étaient si intenses qu'elles faisaient fondre les barreaux métalliques, les réduisant à un liquide incandescent. Carter se précipita devant Roland, cherchant à le protéger. Mais Roland, sous le choc, fixait les barreaux fondus, sidéré par la puissance des sorcières. Il comprenait enfin pourquoi tant de gens les redoutaient. Anna brûla les cordes qui lui entravaient les poignets, leva la main et s'avança inexorablement vers lui. Quelques instants plus tard, les flammes s'évanouirent, comme si rien ne s'était jamais produit, hormis la vapeur et l'odeur de métal brûlé qui flottait encore dans l'air. C'était une confirmation indéniable, la magie existait bel et bien dans ce monde. Mais Roland ne ressentait ni peur ni appréhension. Au contraire, une excitation intense l'envahissait. Il envisageait déjà les innombrables applications d'un tel pouvoir, machine à vapeur, fusion de l'acier, moulage du fer, fabrication d'outils modernes. Anna plongea son regard dans le sien. Puis, d'une voix calme, elle lui dit qu'elle avait satisfait sa curiosité. Alors, qu'il en finisse et la tue. Roland observa la jeune fille, frêle mais résolue, presque nue, et sans hésiter, il retira sa veste pour la lui jeter sur les épaules. Il tendit la main vers elle et déclara avec assurance qu'il avait pris une décision, il comptait l'embaucher. L'incroyable démonstration de pouvoir d'Anna avait éveillé en lui une réflexion scientifique. Il songea aussitôt à la deuxième loi de la thermodynamique, qui stipule que l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter avec le temps. Pourtant, dans ce monde, avec la magie, cette contrainte pouvait être contournée. C'était plus révolutionnaire encore que l'invention du mouvement perpétuel. Le ministre, abasourdi, resta sans voix en entendant Roland affirmer vouloir employer une sorcière. Mais Roland ne chercha pas à se justifier davantage. Il ordonna immédiatement qu'un contrat de travail soit rédigé et que l'on prépare un logement pour Anna. De retour à sa résidence, Roland dut faire face aux tentatives répétées du ministre pour le dissuader. Ce dernier lui rappelait sans cesse à quel point les sorcières étaient dangereuses et à quel point sa décision était risquée. Mais Roland l'interrompit fermement. Pour lui, les sorcières n'étaient ni des monstres ni des démons. Puis, d'un ton déterminé, il déclara. Nous n'avons ni argent, ni armée, ni ressources. Si je veux rivaliser avec mes frères et sœurs, j'ai besoin de l'aide des sorcières. Il est temps d'abandonner ces préjugés absurdes. Le ministre, ébranlé par cette déclaration, resta un instant interdit. Finalement, Roland lui ordonna d'amener Anna auprès de lui. Pendant ce temps, Anna était baignée par deux servantes. Après l'avoir soigneusement lavée, elles lui présentèrent une tenue de travail. Trouvant cette tenue étrange, Anna hésita un instant avant de l'enfiler malgré tout. À l'extérieur de la résidence, une domestique guida Anna vers Roland. Ce dernier, accompagné de Carter, inspectait une cabane en bois qu'ils avaient fait construire pour qu'Anna puisse pratiquer la fusion des métaux. Quelques instants plus tard, Anna arriva enfin. Lorsque Roland la vit dans sa nouvelle tenue, il resta figé. Ses longs cheveux soyeux brillaient sous la lumière, sa peau laiteuse semblait irréelle, et son regard, où perçait une légère gêne, lui donnait un charme saisissant. Mince mais harmonieusement proportionnée, elle irradiait une beauté naturelle troublante. Roland se félicita de sa décision. L'uniforme de travail ordinaire lui semblait trop banal, tandis qu'une robe de magicien aurait été encombrante. Mais la tenue de domestique, elle était tout simplement parfaite pour Anna. Face à cette générosité soudaine, Anna lui demanda. « Pourquoi me traites-tu si bien? Tu es même allé jusqu'à signer un contrat avec moi. » Roland, sans ciller,
sourit légèrement. Une nouvelle ère commençait. Alors que les souvenirs refaisaient surface dans son esprit, le rappel cruel de la façon dont tout le monde l'avait traitée après avoir découvert qu'elle était une sorcière, Anna sentit une nouvelle fois la main de Roland se tendre vers elle. Avec une assurance inébranlable, il déclara qu'il ne croyait pas à ces absurdités. Il avait confiance en elle, en son pouvoir. Une lueur brilla dans les yeux d'Anna lorsqu'elle posa sa main sur celle de Roland, la serrant doucement, avant de lui promettre de l'aider et d'apprendre à maîtriser et utiliser son don. Dans l'abri en bois, la pièce était envahie par la vapeur. Anna, haletante, s'entraînait à contrôler son pouvoir. Après de multiples échecs, les flammes jaillissaient toujours de ses pieds, s'élevant et finissant par envelopper entièrement son corps. D'un coup, elle perdit le contrôle du feu, et ses vêtements furent de nouveau réduits en cendres. Soudain, un coup frappé avec force retentit à la porte. Carter et le ministre surgirent en courant, annonçant avec urgence qu'une patrouille venait de détecter des traces de créatures démoniaques. L'inquiétude se lut aussitôt sur tous les visages, y compris celui d'Anna, mais Roland, lui, restait perplexe. Désormais, appelons le ministre par son véritable nom, Baroff ouvrit la porte sans détour et s'adressa directement à Roland. Il lui annonça d'un ton grave que le mois du démon approchait. Le mois du démon? Roland resta pensif un instant, le terme lui était familier, mais il peinait à en saisir toute la signification. En regardant Anna, il remarqua son expression terrifiée. Rien qu'à son regard, il comprit que la situation était bien plus sérieuse qu'il ne l'avait imaginé. Baroff expliqua alors que le mois du démon arrivait chaque hiver, après les premières chutes de neige. Le soleil devenait alors pâle et voilé, et les portes de l'enfer, cachées dans les montagnes, s'ouvraient. Malheureusement, la ville frontière n'avait pas les moyens de se défendre. Ainsi, chaque année, ses habitants devaient fuir vers la forteresse la plus proche, la forteresse de Chandoux. Baroff tenta de rassurer Roland en lui affirmant que sa sécurité serait toujours une priorité. Mais Roland, intrigué, lui posa une question, « Avez-vous déjà vu cette porte de l'enfer » Baroff secoua la tête et répondit franchement, « Il est impossible pour une personne ordinaire de la voir. Les montagnes de Longis sont infranchissables, et quiconque s'en approche est submergé par une aura maléfique. Cela provoque des nausées, et dans certains cas, rend fou au point de perdre conscience. » Il marqua une pause. À moins que... Roland fronça les sourcils et l'encouragea à poursuivre. Baroff échangea un regard avec Anna avant de répondre. À moins que cette personne ne soit une sorcière. Seules les sorcières peuvent voir la porte de l'enfer, car elles sont déjà infectées. Roland n'apprécia guère cette révélation, mais il garda son calme et poursuivit ses questions sur les créatures démoniaques. Cependant, puisque Baroff venait d'arriver en ville, lui-même n'en avait jamais vu. Il ne put donc apporter que peu de réponses. Malgré tout, Roland commença à organiser ses pensées. Si les habitants sont forcés de fuir chaque année, alors cette ville ne pourra jamais prospérer. Puisque la forteresse de Chandoux parvient à repousser les bêtes démoniaques, cela signifie qu'elles peuvent être vaincues. Elles ne sont donc pas invincibles. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas les vaincre ici, dans cette ville frontière? Baroff, en sueur, répondit nerveusement à Roland. Contrairement à la forteresse de Changy, expliqua-t-il franchement, la ville frontière ne possédait ni de hauts murs, ni de troupes d'élite dirigées par le duc Ryan. Roland fronça les sourcils avant de laisser échapper un rictus. Il comprenait enfin la véritable raison de l'existence de cette ville, elle n'avait été construite qu'avec un seul objectif en tête, servir d'alarme pour la forteresse. S'il voulait réellement développer la ville frontière, il devait s'y ancrer profondément. Peu importaient les obstacles, tant que les habitants acceptaient d'y rester. Il ordonna alors à Baroff de rassembler tous les gardes locaux, chasseurs et fermiers. Mais il ajouta des conditions, ils devaient vivre ici depuis plus de 5 ans, et s'il y avait des volontaires ayant déjà survécu au mois du démon ou combattu les bêtes démoniaques, ils seraient prioritaires. Après avoir donné ses ordres, Roland se retira avec Anna dans le jardin arrière pour savourer un dessert. C'était la première fois qu'Anna goûtait un gâteau d'une telle finesse. Tandis qu'elle mâchait lentement, savourant chaque bouchée, Roland en profita pour lui poser des questions sur le mois du démon. Les yeux baissés, Anna expliqua d'une voix calme ce que vivaient les paysans durant cette période effroyable. Comme elle et son père, la plupart devaient migrer vers la forteresse, apportant leur récolte annuelle en échange de nourriture et d'or. La forteresse mettait en place un camp de réfugiés temporaires, mais la durée du mois du démon variait. Parfois, il s'étendait sur 4 longs mois. Or, les officiers de la forteresse leur annonçaient toujours que leurs provisions ne suffisaient que pour 3 mois. Le manque de nourriture et de ressources entraînait alors des actes de brutalité. Les plus faibles se faisaient voler leurs rations et finissaient par mourir de faim. Les yeux d'Anna s'embuèrent. En voyant cela, Roland devina à quel point cette époque avait dû être difficile pour elle. « Ton père ?» Avant même qu'il ne termine sa phrase, Anna l'interrompit. Son père avait fait de son mieux pour la protéger. Un silence s'installa entre eux. Puis, d'une voix presque imperceptible, elle murmura. 25 pièces d'or. Elle faisait référence à la récompense offerte à quiconque dénonçait une sorcière. Elle ajouta, d'un ton amer.
Et il voulait juste continuer à vivre. Les mots d'Anna déclenchèrent une colère froide chez Roland. Il abattit son poing sur la table et lui fit une promesse. Cela n'arrivera plus jamais ici, dans la ville frontière. Puis, il se leva et se dirigea lentement vers son bureau, où il exigea de voir Baroff. Ce dernier arriva accompagné de 3 hommes. 2 étaient des gardes, les capitaines de patrouille chargés d'allumer les feux d'alerte chaque année pour prévenir la forteresse de l'attaque des bêtes démoniaques. Le 3e était un chasseur local, un homme massif à la chevelure bleue, marqué par une imposante cicatrice sur le visage. Non seulement j'ai affronté une bête démoniaque, déclara-t-il, mais j'en ai tué 2. Roland hocha la tête et ordonna aux 3 hommes de se présenter un par un. Le plus jeune des gardes était extrêmement nerveux en s'adressant à lui, probablement la première fois qu'il voyait un prince d'aussi près. Il bégaya en parlant, expliquant que lorsque la neige commencerait à tomber, ils allumeraient le feu de signalisation dans la tour située près de la mine au nord. Ce serait le signal indiquant que les bêtes démoniaques avaient traversé la forêt. Ensuite, ils emprunteraient un passage secret pour revenir rapidement. Roland désigna alors l'autre garde et lui ordonna d'être le seul à répondre aux questions à partir de maintenant. Il lui demanda à quoi ressemblaient ces créatures et s'il était possible de les tuer. Le second garde, bien que nerveux, réussit à s'exprimer sans bégayer. Des gouttes de sueur perlaient sous son casque. Il expliqua que les bêtes démoniaques étaient à l'origine des animaux ordinaires, corrompus par une aura maléfique qui les rendait furieux et extrêmement agressifs. Toutefois, elles pouvaient être abattues. D'ailleurs, la cavalerie du bastion de Shanggu était régulièrement envoyée pour éliminer les survivants. Soudain, le chasseur frappa le sol du pied, posa un genou à terre et s'écria d'une voix forte que ces créatures n'avaient rien d'intimidant. Il afficha un sourire fier et déclara avoir déjà tué 2 de ces monstres. Même Roland fut surpris par l'aura imposante de cet homme, qui dépassait largement les 2 mètres de haut. À ses côtés, Baroff prit la parole pour le présenter, il s'appelait Axe, et selon les rumeurs, sa taille exceptionnelle s'expliquait par le fait qu'il possédait du sang de géant magin dans ses veines. Axe raconta ensuite comment il avait éliminé 2 bêtes démoniaques, l'une était un sanglier, l'autre un loup. Avant d'être corrompus par l'aura maléfique, ces animaux étaient des espèces ordinaires. Mais une fois infectés, ils développaient des caractéristiques particulières qui les rendaient plus puissants et difficiles à combattre. Pourtant, ils n'étaient pas le véritable problème. La véritable menace, c'étaient les créatures hybrides. Pour illustrer ses propos, Axe souleva sa chemise, dévoilant une immense cicatrice s'étendant de son épaule jusqu'au bas de son torse, couvrant une grande partie de son corps. Ces hybrides étaient non seulement d'une férocité inouïe, mais ils semblaient également posséder une forme d'intelligence. Il en avait affronté un par le passé et n'avait survécu que par miracle, plongeant dans une rivière juste avant de perdre connaissance. Après avoir obtenu toutes les informations dont il avait besoin, Roland se leva et annonça sa décision, il resterait en ville, à la frontière. Carter et Baroff furent stupéfaits. Carter, incapable de contenir son inquiétude, se lança dans un flot ininterrompu de paroles, tentant de convaincre Roland que c'était bien trop risqué, qu'il ne pouvait pas se mettre en danger de la sorte. Roland l'interrompit net et lui demanda, « Et si je te donnais un mur ?» Carter fronça les sourcils, agacé. Construire un mur en moins de 4 mois? Impossible. Il n'était pas question de plaisanter avec une chose pareille. Mais Roland savait qu'il serait difficile de le convaincre. Il se contenta donc de déclarer calmement, « Ne sois pas si prompt à conclure. Si d'ici 3 mois, je ne peux pas te montrer un mur solide et fiable, alors je me retirerai au bastion. » Cette réponse sembla enfin apaiser Carter. Il s'agenouilla devant Roland et prêta serment de consacrer sa vie à sa protection. Pendant ce temps, au port de Beshui, dans le Grey Castle, une brise marine caressait les cheveux d'une femme qui se tenait face à l'océan. Les vagues venaient s'écraser sur la rive tandis qu'elle observait l'horizon, son cache-œil et sa tenue rappelant celle d'un pirate tout droit sorti de One Piece. Elle se tourna vers ses hommes et leur demanda des nouvelles de sa flotte. Son subordonné lui répondit que les navires seraient de retour d'ici 3 jours. Cette femme au regard assuré n'était autre que Garcia Wimbledon, 3e enfant du roi du Grey Castle. Bien avant que son père n'annonce les nouvelles provisions, elle s'était déjà consacrée à l'entraînement de son armée et à la constitution de sa flotte. Sa beauté et son charisme ne faisaient en rien obstacle à son intelligence. Le simple fait qu'elle ait pris les devants, préparant ses forces avant même que la situation ne l'exige, témoignait de sa clairvoyance et de sa détermination. Elle réussit rapidement à bâtir son armée, composée de soldats d'élite, de marins expérimentés et d'une immense richesse accumulée au fil de ses longues années d'exploration maritime. Cela la plaçait un pas devant ses frères et sœurs. Garcia avait un plan machiavélique, elle envoya des espions auprès de ses frères et sœurs pour trouver une opportunité de les assassiner. Sans surprise, les 3 réussirent à démasquer et éliminer les espions. Ce qui la surprit, en revanche, fut que son frère inutile parvienne à survivre après avoir avalé une pilule empoisonnée. Elle reçut une lettre de son espion affirmant qu'elle avait vu Roland avaler la pilule sous ses propres yeux. Dans un souvenir appartenant à quelqu'un, Anna est assise dans un champ, entourée de chèvres. Un homme vêtu comme un pasteur s'approche d'elle et lui demande quel livre elle est en train de lire.
Cet homme est son professeur, Carl Van Batte. Mais soudain, la mémoire éclate en 1000 morceaux, comme un miroir brisé. La scène suivante montre Carl au milieu d'une foule, assistant impuissant à la pendaison d'Anna. Cette vision le hante jour après jour, rongeant peu à peu son esprit, le plongeant dans l'anxiété et le tourment. Carl se réveille en sursaut dans son bureau, ses vêtements trempés de sueur. On découvre alors pourquoi il se trouve dans cette petite ville frontalière, à cause de la cupidité des officiels du château de Grey. Des matériaux de mauvaise qualité avaient été utilisés pour construire un théâtre, entraînant son effondrement et causant la mort de plus de 30 personnes. Pour se couvrir, les responsables avaient fait porter le chapeau à l'association où travaillait Carl. Son regard s'empourpra de rage, son poing se serra, une flamme de haine brûlant en lui. Comment un être aussi pur qu'Anna avait-il pu être condamné à la potence? Dans l'histoire, Roland avait ordonné à Barov de remplacer Anna par un criminel condamné à mort, dupant ainsi les habitants en leur faisant croire que c'était bien Anna qui avait été pendue. Comme le condamné avait la bouche bâillonnée et le visage couvert, personne ne se doutait de la supercherie, pas même Carl, qui était persuadé qu'Anna était morte. Carl regarde par la fenêtre, essayuré par ce royaume gangrené de l'intérieur, rongé par l'injustice, les taxes écrasantes et des dirigeants corrompus qui ne se souciaient pas de la vie de leurs citoyens. Ils avaient envoyé une innocente à la potence, et lui, il se demandait, qu'est-ce que le véritable mal? Toc, toc, toc. Carl ouvrit la porte et découvrit une fillette en pleurs. Terrifiée, elle lui confia qu'elle ressentait quelque chose d'anormal en elle et craignait de finir comme Anna. Elle tremblait, perdue, ne sachant que faire. Un déclic se produisit en Carl. Il fronça les sourcils, plongea son regard dans celui de la petite et lui dit qu'il la protégerait, avant de lui tapoter doucement la tête. Dans la rue, Carl marchait, ruminant ses regrets. Il s'en voulait de ne pas avoir défendu son association lorsqu'elle avait été accusée à tort. Il s'en voulait de n'avoir rien fait pour empêcher la pendaison d'Anna. Il ne pouvait pas laisser la même chose arriver à Anoa, cette petite fille qu'il venait de rencontrer. Soudain, un cri derrière lui le tira de ses pensées. Il se retourna et vit une foule rassemblée devant un panneau d'affichage. Des éclats de rire fusaient, comme si tous venaient d'entendre la meilleure blague de leur vie. Curieux, Carl s'approcha et lut l'annonce placardée par Roland. Il s'agissait d'une offre d'emploi pour la construction d'un mur, recherchant des tailleurs de pierre, des artisans, des ouvriers et des maçons. Les salaires allaient de 12 bronzes par jour à un incroyable 1 or par mois. Mais ce qui le stupéfia le plus fut la dernière ligne de l'annonce, ceux qui se distingueraient par leur excellence pourraient être promus au rang d'officiel. Carl se remémora une rumeur qui circulait dans la ville frontalière, Roland posséderait une personnalité particulière et détesterait profondément l'Église sainte. Il repensa à ce qu'il avait observé lors de l'exécution, Roland avait manifesté une certaine réticence à pendre Anna. Peut-être avait-il une vision différente des sorcières? C'était là la dernière et unique lueur d'espoir de Carl. De l'autre côté, Carter et Roland marchaient le long des murs de la ville, observant leur état. Carter demanda à Roland à quelle hauteur il souhaitait les reconstruire. Roland répondit qu'il voulait des murs d'au moins 5 mètres de haut et 2 mètres de large, assez grands pour que 4 personnes puissent marcher côte à côte. Carter prit un instant pour visualiser les plans, calculant le temps nécessaire à leur construction. Même avec les hommes que Roland lui avait assignés, il estima que l'ouvrage ne pourrait être achevé qu'au mois des démons de l'année suivante. Le principal défi était d'assurer la stabilité de la structure, les pierres devaient être soigneusement choisies et préparées. Roland ne donna pas plus de détails, se contentant de répondre que le ciment allait surprendre Carter. Ce dernier fronça les sourcils, intrigué. « Mais qu'est-ce que le ciment ?» se demanda-t-il. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent devant un bâtiment récemment construit, la salle de cuisson du ciment. Roland réfléchissait en silence. Il savait que les matières premières nécessaires étaient courantes dans la ville frontalière, mais la température de cuisson était un paramètre crucial. Malheureusement, il ne se souvenait plus de la température exacte et ne disposait d'aucun outil de mesure pour la contrôler. Avant même qu'il ne termine sa réflexion, la porte du bâtiment s'ouvrit brusquement. Une bouffée de chaleur et de vapeur s'échappa de l'entrée. Roland fit signe à Carter de ne pas bouger et s'avança prudemment. Derrière la porte se tenait Anna, le visage couvert de poussière, son corps entièrement nu. Sans un mot, Roland lui tendit son manteau. Il lui demanda comment s'était déroulé le processus. Anna ne l'avait pas déçu. Elle lui montra le fruit de son travail, un tas de poudre grise ressemblant à du ciment, bien que son efficacité restât à tester. Curieuse, Anna demanda à quoi servait ce matériau. Roland lui expliqua alors toutes ses applications, la construction de maisons, de ponts, la protection contre le froid, la pluie et la neige. Il lui parla aussi de la solidité incomparable des bâtiments en ciment par rapport aux habitations traditionnelles. Il la félicita chaleureusement pour avoir réussi à produire cette matière si précieuse. Peu après, Roland présenta son produit à Carter et Anna. Carter, fasciné, tenta de soulever le ciment et d'en tester la solidité en cherchant des fissures. Après avoir évalué sa résistance, Roland partagea avec eux sa véritable ambition,
prouvait au royaume entier que les sorcières étaient en réalité un atout inestimable. Mais il n'avait pas de temps à perdre. Le projet avançait. Après des jours de labeur acharné, Anna produisit plusieurs sacs de poudre de ciment. Avec l'aide des ouvriers recrutés par Roland, le chantier prenait enfin forme. Pour motiver les habitants, Roland alla même jusqu'à mettre la main à la pâte, abaissant son statut pour leur montrer comment creuser des tranchées. Son implication rehaussa le moral des travailleurs, qui redoublèrent d'efforts. Malgré cette motivation générale, la progression restait lente, et les tranchées ressemblaient davantage à un égout mal conçu qu'à une fondation solide. Roland, bien qu'ancien ingénieur, n'était pas spécialisé en génie civil, et il ne savait plus comment avancer. Il se passa une main sur le front, frustré. C'est alors que Baroff vint lui faire son rapport. Un tailleur de pierre venait d'être recruté. Il avait autrefois travaillé pour l'association des maîtres tailleurs du Château Gris, une guilde renommée qui avait fini par être dissoute. Roland se souvint de sa réputation. Sans hésiter, il ordonna à Baroff d'amener 7 hommes auprès de lui. En fin d'après-midi, Roland était retourné à son bureau. À ses côtés, Anna lisait un livre, un sourire aux lèvres. La scène, figée sous ses yeux, lui semblait tout droit sortie d'une œuvre d'art. Il resta un instant perdu dans ses pensées, mais la voix de Carter le ramena brusquement à la réalité, le tailleur de pierre était là. Alors que ce dernier s'inclinait respectueusement, Roland coupa court aux formalités et entra directement dans le vif du sujet. Mais à peine quelques secondes plus tard, le tailleur de pierre leva les yeux et aperçut Anna. Il resta figé, stupéfait, incapable d'en croire ses yeux. Dans un souffle, il prononça son nom. L'atmosphère changea aussitôt. Roland et Carter échangèrent un regard, pétrifiés, un frisson de nervosité courant le long de leur échine. Anna referma doucement son livre, intriguée par cette voix qui venait de l'appeler. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Roland s'écria. « Et Carter, bloque la porte. Ne le laisse pas s'enfuir. » Carter bondit instantanément, bras tendus, prêt à plaquer l'homme s'il tentait de fuir. Mais contre toute attente, le tailleur de pierre tomba à genoux. Son regard, toujours fixé sur Anna, trahissait une profonde émotion. Puis, d'une voix tremblante, il commença à s'excuser, encore et encore, tout en murmurant sa gratitude de l'avoir en vie. Face à cette réaction, Roland sentit la tension en lui s'apaiser légèrement. Cet homme ne semblait pas représenter une menace. Anna se leva alors, visiblement inquiète, et expliqua qu'il s'appelait Karl, et qu'il était autrefois son maître. Quelques minutes passèrent avant que Karl ne retrouve son calme. Roland en profita pour lui demander qui il était vraiment. D'un geste, Karl essuya ses larmes, puis raconta son histoire, expliquant comment il était devenu le professeur d'Anna. Mais soudain, il planta son regard dans celui de Roland et déclara. « Je ne sais pas pourquoi vous avez sauvé une sorcière. Mais même si c'est pour qu'elle vous serve comme concubine, c'est toujours mieux que de l'avoir tuée. » Roland ne répondit pas immédiatement, surpris par les paroles de Karl. Ce dernier, quant à lui, poursuivait son propre raisonnement. Il se disait qu'il ne comprenait pas encore totalement les intentions de Roland, mais une chose était certaine, la rumeur disait vrai. Et s'il pouvait envoyer Nana en tant que concubine elle aussi, alors elle serait en sécurité. Il y a une autre fille, elle est adorable, et elle aussi, c'est une sorcière. Si vous pouviez l'accepter, elle serait hors de danger. Roland comprit alors que Karl avait complètement mal interprété ses intentions. Il le coupa sans détour. Je veux bien rencontrer Nana, voir si c'est vraiment une sorcière. Mais je ne peux pas la retirer à sa famille si elle n'est pas en danger. Et surtout, tu te trompes sur moi. Son ton était calme mais ferme. J'ai sauvé Anna pour une raison bien différente de celle que tu imagines. Je ne crois pas un seul instant à ces absurdités qui prétendent que les sorcières sont possédées par le démon. Tant qu'elles ne commettent aucun crime, je les protégerai. Karl resta silencieux, réfléchissant aux paroles de Roland. Ce dernier recentra alors la discussion sur le véritable sujet qui l'intéressait, la construction des murs. Bien que toujours méfiant, Karl mit ses doutes de côté et comprit rapidement l'intérêt du projet. Il donna quelques recommandations professionnelles, et ainsi, le projet fut officiellement lancé. Karl en fut nommé responsable, marquant le début d'une nouvelle phase de la défense contre les bêtes démoniaques. Le lendemain matin, dans le jardin arrière, Roland était assis, un verre d'alcool à la main. Carter s'approchait lentement, accompagné d'une jeune fille. C'était Nana. Elle semblait nerveuse, ses grands yeux cristallins, voilés d'inquiétude, se posèrent sur Roland tandis qu'elle lui demandait d'une voix hésitante si elle allait mourir. Elle était adorable, sans aucun doute. Roland, tentant de réprimer un sourire amusé, la rassura immédiatement, non, elle n'allait pas mourir. Anna allait bien aussi, d'ailleurs. Puis, avec une voix posée, il se présenta, Roland Wimbledon, 4e prince. Il l'invita ensuite à se présenter à son tour. À ces mots, les yeux de Nana s'illuminèrent. Réalisant qu'elle n'était pas en danger, un immense soulagement l'envahit, laissant place à une joie pure. « Je m'appelle Nana Pine », déclara-t-elle avec enthousiasme, avant de s'élancer brusquement vers Anna,
attrapant sa main pour se mettre à bavarder avec elle, ignorant totalement Roland. Celui-ci, amusé, porta son verre à ses lèvres, observant les deux jeunes filles échanger avec animation. Il songea un instant, Anna n'a que 17 ans, à quel point deviendra-t-elle belle en grandissant? Lorsque la conversation commença à s'essouffler, Roland intervint, posant à Nana une question directe. « Parle-moi de ton pouvoir. » L'expression de la jeune fille changea aussitôt. Une ombre de peur passa sur son visage tandis qu'elle baissait la voix. « Votre Altesse, allez-vous me pendre ?» Roland la regarda avec douceur et secoua la tête. « Seuls les criminels abominables méritent un tel sort. Je ne ferai jamais de mal à une fille aussi adorable que toi. » Rassurée, Nana hocha lentement la tête avant de poursuivre, visiblement troublée. « J'ai entendu dire que les sorcières sont maudites, qu'elles sont corrompues par le diable. Mais, je n'ai jamais vu de diable. » Voyant la détresse de son amie, Anna s'approcha et lui tapota doucement l'épaule, un sourire réconfortant aux lèvres. Nana prit une profonde inspiration avant de raconter son histoire. « Il y a environ une semaine, j'ai vu un petit oiseau blessé. J'ai voulu l'aider, et soudain, quelque chose est sorti de mes mains. Une substance liquide, qui a entouré l'oiseau. Et puis, il était guéri. » Roland sentit son cœur manquer un battement. Il comprenait l'immense valeur de cette capacité. Dans un monde sans médecine moderne, sans antibiotiques, où la moindre blessure pouvait être fatale, une telle aptitude relevait du miracle. Je viens peut-être de découvrir un trésor inestimable. Sans attendre, Roland ordonna à Carter d'aller chercher un poulet vivant. Puis, se tournant vers Nana, il lui posa une question qui pesait sur son esprit. Maintenant que tu sais que ton pouvoir peut guérir, le crois-tu toujours maléfique? Nana leva les yeux vers lui, hésitante. Mon professeur disait que les sorcières peuvent faire ce que les gens ordinaires ne peuvent pas, mais que c'est un piège tendu par le diable. Elle leva 3 doigts et ajouta avec sérieux. Mais je le jure, je n'ai jamais vu de diable. Roland sourit et répondit calmement. Je te crois. Mais cette histoire de diable n'est qu'un mensonge de l'Église. Ton professeur lui-même a été trompé par ses fables. Nana fronça les sourcils, intriguée. Pourquoi l'Église mentirait-elle à son peuple? Roland soupira. Il connaissait bien ce phénomène, l'ayant vu se répéter dans l'histoire de la Terre. Pour le pouvoir et leurs propres bénéfices. Un instant de silence s'installa. Puis, Nana joignit ses mains, son visage rougissant légèrement. « Votre Altesse, murmura-t-elle timidement. Soyez doux, s'il vous plaît, ça risque de faire mal. » Roland éclata de rire avant de répondre avec un sourire amusé. « Ne t'inquiète pas. Ce sera rapide.